Chercher. Même en s'y prenant très mal, c'est toujours risqué de trouver quelque chose. Si on n'est pas trop innocent, normalement, on s'en doute. On a beau être précautionneux, prendre soin de n'avoir aucune méthode, un truc peut toujours oublier de nous respecter et se laisser chercher. Ce canard, par exemple, il est navrant et malpoli. Il nous scrute sans pudeur et avec ce regard sévère, comme s'il avait des reproches à nous faire ou comme s'il nous disait qu'on vaut pas grand-chose, qu'on fait tout de travers ou qu'on n'est rien de mieux que les deux moitiés d'un même cul. Moi, en tout cas, je trouve ça dégueulasse. Et je suis sûr que Rameau, dans le fond, est d'accord. On savait pas vers où on allait, et même on savait pas grand-chose. Mais on commençait doucement à imprimer un détail important. Cette bestiole causait une fichue éclipse, et on était en plein dans l'axe. LSD Dream Emulator crée dès l'évocation de son titre une ambiguïté. Est-ce que c'est un simulateur de rêve ou de trip sous acide lysergique d'éthylamide? Est-ce qu'il nous suggère que les hallucinogènes proposent eux-mêmes une expérience onirique ou que le jeu vidéo est un psychotrope? Est-ce qu'il se foutrait pas de nos gueules? Il est déjà super mal barré. Mais à plusieurs reprises, le jeu nous propose différentes constructions de son sigle, et elle porte à croire qu'il s'intéresse de plus près à la thématique du rêve qu'à celle de la drogue. L'évocation du LSD a plutôt l'air de servir à poser le jeu tout entier sur un énorme double sens. Et tout l'univers qu'il développe baigne dans cette même brume d'incertitude. Son créateur, Osamu Sato, n'a d'ailleurs jamais produit que des choses déroutantes. Il y a bien sûr ses jeux vidéo introuvables ou ses albums de musique psychédélique, mais aussi son studio de création multimédia inactif depuis des années, le très surprenant manuel de computer design qui lui sert de portfolio, ou encore sa curieuse chaîne YouTube. On parle énormément d'Osamu Sato et de son travail. Pourtant, les seules informations connues à leur sujet sont souvent invérifiables. Dans le cas d'LSD Dream, ce sont surtout ces mécaniques précises qui restent très floues, mais qui font l'objet de nombreuses observations de la part des joueurs. Le jeu, qui a été élaboré à partir du carnet de rêve d'une certaine Hiroko Nishikawa, se décompose en 365 jours fictifs, et à chaque jour correspond un rêve. Chaque rêve, quand il n'est pas remplacé par un film ou un message écrit, est une session de 10 minutes maximum au cours de laquelle on se perd dans un univers peuplé de créatures, d'objets et d'événements toujours renouvelés. Nous pouvons entrer en contact avec les objets ou les décors pour être transportés vers un endroit différent et continuer notre expérience. Ou se faire tuer. Ou se tuer soi-même. Après chaque nuit, un graphique situe notre rêve par rapport au précédent et tout recommence. Mais au fur et à mesure que l'on se familiarise avec l'environnement, il se transforme selon la façon dont on l'aborde, en répondant à notre comportement. Le ciel prend des couleurs, les paysages se couvrent de brouillard, et surtout les textures et les musiques se dégradent pour devenir de plus en plus inquiétantes. Des motifs musicaux, il y en aurait 4 bonnes centaines. Des ensembles de textures, il y en a 4. Plus les textures glitchées si vraiment vous jouez sans honte ni retenue. Elles correspondent à 4 niveaux de profondeur du rêve. Les joueurs les ont nommées textures normales, textures rationnelles, parce que le plus souvent elles décrivent directement l'objet sur lequel elles sont inscrites, textures de l'ultime gros bad, et textures sexuelles. Les textures glitchées, elles, sont en fait des images piochées au hasard dans les fichiers du jeu, et nous font doucement glisser vers quelque chose d'illisible. On dit souvent que le jeu est laid. Ce qui est certain, c'est qu'il est singulier. Peu de jeux lui ressemblent graphiquement, et ils ont presque tous été développés entre 95 et 98. À cette époque, où le jeu vidéo se transformait pour prendre une dimension nouvelle, la 3D restait un terrain vierge, ouvert à une expérimentation rendue possible par l'arrivée du CD. Et finalement, tout était permis aux pionniers presque amateurs, souvent désargentés, qui s'aventuraient dans ce monde sans règles ni code. Mais pendant que ces inconscients se jetaient dans la 3D comme dans un RER trop plein, d'autres s'étaient fait gauler en sautant la barrière du métro comme des innocents. Et l'histoire de ces pauvres Babtous nous intéresse tout autant, parce qu'elle nous mène au développement de Metroid Prime. À cause du violent succès des premiers jeux Metroid, l'idée d'un épisode sur Nintendo 64 avait été abordée à plusieurs reprises, mais Yoshio Sakamoto, l'initiateur de la série, était peu enthousiasmé par le support et il a été impossible de concilier cet univers en 2D avec la forme nouvelle qui s'imposait aux jeux vidéo. Après quelques années de flottement, Nintendo a fini par lâcher prise et par confier le projet à Retro Studio, une de ses compagnies subsidiaires basées aux États-Unis qui travaillait alors sur 4 jeux pour la GameCube dont les développements posaient problème.
La boîte a été rachetée, de nombreux employés ont été licenciés, et tous les travaux ont été avortés pour concentrer les efforts sur ce nouveau Metroid. Confier un tel projet à un studio en difficulté était un pari couillu, et les gars de chez Nintendo qui suivaient le développement n'ont pas hésité à exercer des pressions. Les horaires de travail se sont élargis, le directeur de Retro Studio qui touchait des culs au lieu de signer les fiches d'heures sup a été remplacé par Steve Barcia, et le jeu est sorti. En temps et en heure. Et ça a été de la grosse boulette. Ça aura été très short, et surtout un peu compliqué, puisque Miyamoto pouvait débarquer n'importe quand pour tout poubelliser et ramener l'équipe au point de départ. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Il l'a fait, ce... Dans cette situation, le pouvoir était donc séparé de la force de travail de façon plus évidente encore que d'habitude, puisqu'il y avait un océan entre eux. Eh, je crois que je suis bon là. Je propose on y va. C'était délicieux. On envoie les vrais trucs. Traiter de l'environnement dans le jeu vidéo, c'est d'abord traiter de la place du joueur et du lien qui les rattache. Parce que le paysage ludique existe pour être visité, et que la position de l'observateur détermine de façon évidente sa perception. Les FPS par exemple rapprochent autant que possible le joueur de l'espace de jeu, en cachant l'avatar qui s'interpose entre les deux. Mais LSD est allé jusqu'à l'effacer complètement. Dans ce jeu, la seule représentation visible du personnage joué, c'est l'environnement lui-même, qui est présenté comme étant son rêve. Toutefois, sa présence nous est sans cesse rappelée par les bruits de ses pas, que beaucoup de joueurs trouvent gênants parce qu'ils sont trop sonores. Ce volume a pourtant un effet très positif, puisqu'il vise à nous donner, exactement comme dans le rêve, une sorte de conscience de soi un peu distante. On s'entend marcher, sans se voir ou se sentir marcher. Il en résulte une sensation étrange de séparation du corps et de l'esprit. L'approche de Metroid Prime est moins radicale, mais elle va dans le même sens. Il utilise lui aussi la première personne, pour faire oublier l'avatar à défaut de le faire disparaître complètement. Et c'est d'ailleurs au moment d'opter pour ce mode de vue que l'équipe de développement a décidé de dépasser le genre du shooter, pour s'orienter vers l'aventure. Ils ont donc choisi la visée automatique, et ont fait en sorte que les combats ne gênent pas l'exploration, que les seuls obstacles réels soient les boss. Mais y a pas que la vue subjective pour nous rapprocher de l'espace de jeu. Elle est complétée par les indications à l'écran, le HUD. Cet outil rappelle un peu le graphique descriptif des rêves dans LSD. Comme lui, il vient compléter notre expérience. Mais cette fois, il intervient directement dans l'action. Et parmi les nombreuses informations qu'il affiche, certaines sont déjà déductibles de ce qu'affiche l'écran. Ces données répétitives viennent prolonger notre perception et agissent comme une inondation sensorielle. Ce qui nous entoure est déjà vu, entendu et senti, à travers les vibrations de la manette. Mais nous est encore rappelé par le biais de cet équipement. Le casque que porte Samus a pour nous la même fonction qu'un casque de réalité virtuelle. Il rend notre sentiment du lieu plus prenant, et ce n'est pas là son seul usage. En effet, si Samus est bel et bien visible dans les cinématiques, la combinaison qui la dissimule est présentée comme un élément central, et contribue à rendre le personnage flou et neutre. Cette armure l'a ainsi protégé à la fois des créatures hostiles et des complexes de nombreux joueurs masculins. À la sortie du premier Metroid en 86, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais contrôlé de héros féminin qui ne soit pas un clone déguisé. Malgré cette prise de distance par rapport au personnage, la faille dans l'armure qui permet à Samus de voir le décor et aux joueurs de voir Samus deviendra un motif aussi important que l'armure elle-même. Son visage, s'il est peu montré, n'est pas réellement caché. L'approche de Metroid Prime n'est pas celle d'LSD. L'une des différences importantes entre ces deux jeux est que l'un se concentre toujours sur les 14 mêmes lieux auxquels on s'habitue rapidement mais qui évolueront à la place du personnage pour donner une dynamique à la partie, alors que l'autre est une longue découverte d'un univers vaste, désert et inconnu. C'est ce qui rend la présence d'une figure familière indispensable. Une identification, même à travers le filtre de l'armure, rend l'expérience moins austère, mais elle crée surtout une continuité et permet l'apparition d'un mouvement vers l'avant, transformant ainsi profondément le rapport au jeu. On trouve d'ailleurs une excellente illustration de cette métamorphose dans un autre jeu qui met lui aussi l'accent sur l'exploration, Cosmology of Kyoto. Il nous invite, à l'instant même où nous pénétrons dans son univers, à ramasser un miroir dans lequel se reflète notre corps nu. Immédiatement après, nous trouvons et enfilons un costume de prêtre Shinto, puis nous nous regardons à nouveau dans ce miroir. Nous avons donc été contraints d'accepter une enveloppe, qui n'a rien de neutre, puisqu'elle accompagne, et ici annonce, un cheminement religieux. On débarquait dans le jeu sans but ni connaissance, mais en prenant la place d'un autre, on s'est trouvé investi d'une mission. Le personnage de jeu vidéo est semblable au miroir, il imite, reproduit. Il est un intermédiaire entre l'image et la conscience, et symboliquement, le point de départ d'un travail sur soi. Il n'y a pas de personnage non joueur dans Metroid Prime. On est tout seul. Et il n'y en a pas non plus dans LSD.
Pourtant, c'est vachement important, surtout dans un jeu d'aventure, et s'en passer est loin d'être un choix anodin. Bien sûr, on pourrait faire rentrer le Greyman, l'homme au fusil ou les pirates de l'espace dans certaines définitions du personnage. Mais ce qu'on essaie de souligner là, c'est que les seules lignes de texte dans chacun de ces jeux sont des descriptions ou des récits, qu'il n'y a pas de dialogue puisqu'aucun caractère ne se détache pour partager avec nous un peu de réalité, ou pour exister en tant que second point de vue. Cependant, alors que nous nous trouvons seuls au milieu des décombres, nous sommes pénétrés par une présence très forte, une sorte de parole morte qui se découvre dans chaque détail de l'environnement. Cette mémoire de la Terre pourrait finalement être considérée comme le seul personnage non-joueur que l'on rencontre. Elle nous raconte une histoire, nous guide et nous touche, si l'on veut bien la chercher, la trouver et l'entendre. Et son récit se divise en deux parties, l'extinction des choses causée par le Phazon et l'exploitation du Phazon par les pirates de l'espace. Les premiers avaient noué un lien très étroit avec leur environnement, et c'est tout naturellement qu'ils ont fini par se confondre avec lui et par ne plus exister qu'à travers ce qu'il en reste. Les seconds se sont greffés de façon artificielle sur un écosystème bouleversé, et ont accompagné sa dégradation en s'appropriant une ressource qui avait été un poison. Nous serons les témoins retardataires de toute cette série d'événements, et nous n'interviendrons qu'après la mutation de Talon 4. Ainsi, en choisissant de nous plonger dans un espace entièrement fait de souvenirs, Metroid Prime rejoint directement LSD, dont l'univers est lui aussi une construction de la mémoire en activité, et un retour sur des actes perdus. LSD est plein à craquer d'enregistrements, de fragments de films, qui s'attardent souvent sur des images quotidiennes. Il imite le comportement de la mémoire, qui archive sans expliquer, et ne pense pas les images. Il confronte ensuite cette imprécise capture du réel à des visuels extrêmes. De cette rencontre naît l'esthétique du jeu, toujours à mi-chemin entre le familier et l'étranger, construite de tableaux qui nous parlent et nous touchent, mais nous surprennent toujours, parce qu'ils sont la déformation de quelque chose de connu. Ainsi, il se sert des lieux intimes, reconnaissables, ceux dans lesquels tout notre rapport à l'espace plonge ses racines, et il les transforme. Il construit ce que nous prenons rapidement pour notre maison, mais lui donne une forme inappropriée. Il récupère la chambre d'enfant et son univers imaginé, et de cet espace rassurant et clos qui se referme comme un cocon autour de son occupant, il fait une vaste étendue trop vide, qui de ce fait devient une inconnue et nous laisse vulnérables. De la ville il fait un désert, des nations il fait un parc, et du temple il fait un abîme. L'espace qui relie et entoure tous ces lieux nous apparaît flou, comme tout ce qui nous est étranger, et immense comme tout ce qui nous intimide. On y marche longtemps, et on y trouve les symboles les plus directs, les plus simples, peut-être d'ailleurs les seules images du jeu qui soient exactement des symboles. Beaucoup d'entre eux évoquent l'immensité, la fuite, le voyage et l'inconnu. Mais le symbolisme, c'est pour les poètes maudits et les ingénus. Bien souvent dans LSD, les images ne renvoient pas à un autre objet qu'elles-mêmes. Elles sont un vecteur d'émotion et non de sens. Pour retranscrire dans un jeu quelque chose d'aussi personnel et intraduisible que le rêve, il fallait développer un langage qui ne soit ni descriptif ni analytique. Un langage qui touche aux profondeurs et à tout ce qui n'est pas pensé, mais uniquement senti. Cette grammaire du silence peut être lue par tous, parce qu'en s'enfonçant en dessous du sens, elle se mêle à quelque chose d'universel, aux structures archétypales qui forment la base commune de toutes les identités. Là où un jeu comme Psychonauts propose une représentation individuelle de l'imaginaire en nous faisant visiter plusieurs psychés différentes, LSD, au contraire, présente un rêve qui n'aurait qu'une seule forme, un voyage qui commencerait au même point pour tous. Du coup, ce qui rend l'expérience personnelle et singulière, c'est l'action et le regard du joueur. Il devient alors évident qu'une même image suscitera une émotion différente selon son observateur et le rapport qu'il entretient avec ce qui est au fond de lui. Cette vision du jeu qu'LSD ou Yumeniki développe est phénoménologique. Elle se construit autour de l'expérience vécue, s'intéresse au rapport entre le phénomène et celui qui l'observe. L'important n'étant pas l'image elle-même, mais la façon dont elle vient à la conscience. Et ici, elle ne vient pas du tout. Il faut la chercher. Choisir de n'inclure dans son jeu ni règles, ni score, ni autre but que de jouer suffisamment longtemps, ce n'est pas uniquement se foutre de la gueule du monde. Ça a au moins deux autres effets. Ça permet, si l'environnement est assez prenant, d'être pleinement présent dans l'instant. On n'agit pas pour arriver à quelque chose. On n'attend pas ce qui va nous arriver ensuite. On est simplement là. Et c'est la poésie.
C'est la même chose dans Metroid, qui bien qu'il nous propose un objectif en début de jeu, ne nous en reparle plus avant longtemps, et finit par nous le faire oublier presque complètement. Ensuite, ça nous responsabilise un peu. Dans LSD, il n'y a pas de chemin qui mène à l'image, il faut le tracer soi-même. C'est un peu comme si, en l'absence de maître de jeu, le joueur était libre de créer ses propres règles, notamment pour contrer l'ennui qui vient après le premier effet. On finit par chercher à provoquer un événement rare, trouver la route qui mène à une zone précise, ou tenter de comprendre en détail comment fonctionnent les mécaniques du jeu. Même l'entretien de blogs et de wiki, la recherche d'informations sur Osamu Sato, la pratique du let's play ou l'écriture de chroniques deviennent un prolongement du jeu, une sorte d'achievement personnel qui a dépassé le cadre du logiciel. Tout jeu a intérêt à mobiliser le joueur de cette façon. Les développeurs le savent, et nous aussi. On fait nos premiers pas dans Metroid Prime avec une lourde armure sur le dos et plein d'équipements à notre disposition. On apprend alors à s'en servir, mais tout de suite, ils nous sont enlevés. Il faut toujours qu'il nous manque quelque chose. Et dans LSD, on n'a rien du tout. Alors ce dont on prend possession en cherchant, c'est l'espace lui-même. On le peuple de souvenirs, on l'examine et on s'y habitue, on le quitte, puis on y retourne, et on est à nouveau surpris par lui quand on le retrouve. Ces deux jeux adoptent une structure répétitive pour ancrer et approfondir notre lien au lieu. Avant même de nous laisser nous y engager, Metroid nous expose déjà ces chemins impossibles, et l'on sait alors que le lieu est là, qu'il nous attend. Il est présent à l'avance. Toute la rythmique est créée par l'environnement. Il contient les temps de chargement qui sont changés en antichambre ou en ascenseur. Il s'étend ou se raccourcit pour décider du temps que prendra le voyage. Et quand on l'observe dans son ensemble, on devient minuscule. On sait que le chemin sera long. Dans Metroid, l'immensité est étriquée, comme dans le labyrinthe. C'est la grandeur qui fait qu'on est enfermé, et ça contribue, avec les ruines, avec la neige, et avec le silence, à faire de Talon 4 un environnement stagnant et presque oppressant. Souvent, le jeu se sert de ce type d'émotion pour nous pousser à scanner méthodiquement tout ce qui nous sera présenté. Nous irons nous-mêmes chercher les indices et les explications que nous refuse la trame principale, et tenterons de reprendre un relatif contrôle sur les événements en les comprenant, en se rapprochant d'eux par la connaissance. Les Metroid par exemple, et avant elles nombre d'autres monstres, nous sont exposés comme une invitation à la curiosité et à l'appréhension, avant que l'on puisse s'en approcher réellement. Presque toute la narration et les effets que produit le jeu sur le joueur passe soit par ce système de scan, soit par la mise en scène pourtant très simple de l'endroit visité. L'environnement est tout dans Metroid. Il est le nid de nos ennemis, la mémoire d'une histoire double, la seule conscience qui nous réponde, et le principal antagoniste. Il est celui qui nous demande, nous permet et nous empêche d'agir. Il n'y a finalement que nous qui n'en fassions pas partie. Toutefois, les Chozo, le Phazon et les pirates de l'espace avant nous se sont fondus en lui comme autant de strates successives, et cette planète telle que nous la trouvons semble spécialement préparée pour nous, tant elle répond toujours aux caractéristiques de notre armure, qui est elle-même un moyen de toujours se conformer au terrain. Nous pouvons donc craindre de nous mélanger nous aussi à cet espace en mutation, à cet espace qui englobe et absorbe, et dont le nom, Talon 4, désigne 4 serres. Talon 4, comme le vaisseau de Samus, ressemble à une Metroid. Et en plus de ça, on y retrouve exactement la situation dans laquelle elle a été créée. L'équipe de Retro Studio a dû pour Metroid Prime travailler sur un univers déjà existant, celui d'une franchise accomplie. Nintendo de son côté confiait un objet organique et précieux à des mains inconnues. Son incapacité à en reprendre le contrôle l'y forçait. Aucun d'entre eux n'était en pleine possession de l'univers du jeu, et ce partage se retrouve exactement dans la trame. Dans la science-fiction des années 80, Research and Development et Intelligent Systems avaient aménagé un jardin. Très vite étouffé par l'élan mutagène du jeu vidéo, il demeura suspendu. Mais Retro Studio vint éponger le progrès, le drainer, s'en remplir, dégagea le jardin pour pouvoir le relire. Tout comme les pirates, il appela le joueur, qui était nécessaire pour appliquer à Metroid sa forme nouvelle. Il fallait un regard, une vue subjective, pour voir passer le temps et causer le dégel. Les Chozo ont peuplé,
le Phazon a éteint, les pirates de l'espace ont usé du Phazon pour faire muter l'univers laissé par les Chozo, Samus a remplacé la menace par sa propre image, les produits du Phazon subsistent, mais ils n'empêchent plus la planète de vivre. On peut soutenir qu'il est possible pour un auteur de se détacher de sa propre existence, pour écrire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Mais lorsqu'il s'agit de former une équipe de création, les conditions dans lesquelles elle s'est formée déterminent directement le rapport qui lie ses membres entre eux et la façon dont ils aborderont leur travail. Genre, si l'équipe s'étend des US au Japon... Attention. Metroid Prime, comme beaucoup de jeux, est le produit d'une histoire complexe. Il a été modelé par elle et en garde les traces. Parce qu'il a été développé loin de la firme qui avait enfanté la licence, Mother Brain y est introuvable. Parce qu'il a subi la mutation de la 3D, son boss final est une créature mutante. Talon 4, en se contentant d'exister, raconte plusieurs histoires contenues les unes dans les autres. Comme tout environnement de jeu vidéo, elle se doit d'entrer en communication avec celui qui la visite. En se limitant le plus possible à un espace aménagé, dans lequel le joueur évolue sans être dirigé par des instructions ou une destination claire, des jeux comme le premier Zelda, Dungeon Master ou Myst avaient déjà fortement contribué à rapprocher le jeu vidéo de l'installation artistique. Il s'agit dans les deux cas de mélanger différentes formes d'expression pour préparer un lieu à l'intervention ou au regard d'un public, afin qu'un échange se fasse entre les deux. Bien que l'une de ces pratiques occupe un espace concret et l'autre un espace virtuel, elles participent à une même évolution du rapport entre observateur et observé, entre œuvre et public. Toutes deux peinent d'ailleurs à définir clairement leurs limites. C'est pourquoi il arrive que les deux se confondent, comme quand Tobias Bernstrup ou Martin le Chevalier proposent des installations contenant des jeux vidéo, qui s'en servent, mais qui finalement ne le dépassent pas. En fait, c'est juste des jeux vidéo où le propos remplace le jeu. Des propos vidéo. L'échange entre jeu et installation continue toutefois de faire sens, et l'on retient du rapprochement de ces deux formes une idée cruciale, un présupposé qu'elles ont en commun. En mettant l'endroit au premier plan, c'est en réalité le public que l'on prend pour sujet. C'est son regard qui est le point central du dispositif. Le joueur est le mouvement par lequel le jeu se réalise. Rien n'a lieu sans lui et, plus simplement, rien n'a de fonction sans lui. Si ce parti pris peut sembler évident, il n'a pas toujours été mis en pratique de façon aussi concrète que dans LSD et Metroid Prime. Ce qu'il y a de plus important peut-être dans leur construction, c'est qu'ils font une distinction entre le chemin net et linéaire qui mène du début à la fin, et le chemin incalculable, la somme des voies possibles pour le joueur qui cherche. Le premier est un travail. Qu'il y ait une ou 12 fins, il s'agit toujours d'une série de tâches récompensées. Il s'agit de vivre 365 rêves ou de tartiner le Metroid Prime. Le second, en revanche, est une des définitions possibles du jeu. Il est une rêverie, un état d'inconséquence dans lequel on s'oublie volontiers et qui amène des actions irréfléchies, plaisantes pour elles-mêmes, parfois sans autre récompense que leur propre réalisation. Ce que disent les joueurs quand ils célèbrent l'ambiance de Metroid Prime, c'est précisément cela. J'ai aimé m'y perdre, et le goût du jeu a été plus persistant que celui de la frustration. Nos hésitations, comme tout ce qui intervient en dehors des balises qui marquent notre progression, sont la substance et l'intérêt du jeu. Ce qu'a apporté LSD aux jeux vidéo, c'est une réalisation radicale de cette idée, qui est allée jusqu'à effacer tout ce qui faisait la structure du jeu d'aventure, prouvant que celle-ci n'était pas nécessaire, qu'il y avait autre chose à voir derrière. Mais le simulateur de rêve restait une exception, et non un modèle. Metroid Prime, au contraire, s'est attaché aux codes du genre, mais les a utilisés pour servir la même cause qu'LSD. Ainsi, il a contribué à répandre une vision du jeu plus sensible à la place et au regard du joueur. Mais il a aussi rendu évidente une forme alors inexploitée, le jeu d'aventure à la première personne. Ensemble, cette forme et cette vision ont nourri une très large branche du jeu d'exploration indépendant. C'est au sein de celle-ci que la génération procédurale d'environnement, qui implique un rapport plus personnel entre joueur et espace, a trouvé tout son intérêt. Ce procédé permet aux développeurs d'élaborer, sous la forme d'une série de lois, un environnement qui se construit lui-même, qui peut prendre, dans la limite de ce qu'on lui autorise et des outils qu'on lui donne, toutes les formes possibles, allant parfois jusqu'à dépasser ce qu'on attendait de lui. Le paysage devient alors organique, autonome, et se prête à l'exploration puisqu'il n'a encore été vu par personne. L'espace mutant échappe à son créateur, le dépasse et devient créateur à son tour. Nous affirmons que ces deux jeux découlent d'une même idée, à laquelle l'un apporte une réponse très vaporeuse et ouverte et l'autre une réponse très précise et fermée, comme s'ils participaient à un même mouvement, comme si l'un marchait dans les traces de l'autre. Mais à aucun moment nous n'affirmons que les développeurs de Metroid Prime avaient joué à LSD, et ils n'en avaient probablement jamais entendu parler. C'est justement l'évolution miraculeuse d'une même idée, et ses réalisations différentes dont elle est le seul liant, qui nous amènent à lui prêter une valeur toute particulière, à rechercher la trace de son itinéraire.
Et il semble qu'il n'y en ait pas. Qu'elle n'ait pas eu à se déplacer d'un projet à l'autre, très simplement parce qu'elle était partout à la fois. L'idée est diffuse, publique, elle est partagée avant même d'être pensée. C'est ce qui lui permet de prendre plus d'une forme, de toujours se ramifier pour devenir pluriel et pour peser dans le rap game.